tous et bienvenue dans ce premier hors-série sur les œuvres de Tolkien. Alors je rassure tout de suite les gens qui n'auraient jamais lu ou jamais vu une seule œuvre de Tolkien, je ne spoilerai pas les scénarios. Par contre, on est en 2016, donc vous devriez peut-être songer à regarder ou lire au moins une des deux trilogies. Au moins, je veux dire, le Hobbit à la base c'est un seul bouquin, donc vous pourriez faire un effort. Donc je ne spoilerai pas le scénario par respect, par contre je vais devoir spoiler un peu sur les personnages si je veux aller jusqu'au bout de mes idées. Donc on va commencer tout de suite par la première trilogie, la trilogie du Hobbit. Le Hobbit raconte l'histoire de Bilbo, un Hobbit totalement normal, qui se retrouve engagé dans une compagnie de 13 nains dirigée par Thorin écu de Chêne, dans le but de récupérer son royaume, le royaume nain d'Erebor, qui, il y a des siècles, a été pris par le terrible dragon Smaug. Sur la route, il rencontre aussi bien des alliés que des obstacles, mais nous verrons cela plus tard. Bien, maintenant voyons les personnages. Alors par personnage, j'entends surtout les personnages importants, ceux qui connaissent une évolution ou tout simplement que l'on retient au fil de l'aventure. Cela dit, je vais quand même mettre à part le prince de la forêt Legolas et Gandalf le gris le magicien parce qu'on les retrouvera plus tard. Donc on va commencer par la communauté de Thorin. Donc déjà on retient Bilbo parce que tout simplement c'est le héros et qu'il va connaître une certaine évolution au cours des 3 films, c'est-à-dire que au début c'est un hobbit normal et les hobbits sont très attachés à leur petit confort, c'est-à-dire qu'il ne voulait pas sortir de chez lui, qu'il craignait le monde extérieur. Et finalement dans le 3e film tu le retrouves une épée à la main au milieu d'un combat avec des orques. Donc il a évolué, il a gagné beaucoup de courage, même si il n'admet pas tout et qu'il commence à mentir à Gandalf, en particulier lorsqu'il dit qu'il a justement trouvé son courage dans une grotte. Alors ça c'est totalement faux, mais j'avoue qu'à ce moment-là, j'ai un peu rigolé parce que j'ai tout de suite vu que Gandalf avait compris ce qu'il voulait dire par trouver quelque chose. Donc ensuite on retient Thorin, c'est normal, c'est lui aussi un peu le héros. Alors Thorin, lui, il connaît une évolution plus difficile que celle de Bilbo. C'est-à-dire qu'au début, il est prêt à tout pour récupérer la montagne, et il va le rester longtemps. Quand ils l'auront récupéré, il va être atteint par ce qui s'appelle la maladie du dragon. C'est-à-dire que Smaug a passé tellement de temps à couvrir le trésor que Thorin va devenir fou. Je dis Thorin ou Thorin parce que je suis toujours pas sûre de la prononciation. Donc Thorin va devenir fou à cause de... je ne peux pas vous dire du coup, mais il va attraper la maladie du dragon, ce qui va le rendre totalement égoïste, et d'ailleurs ne pas lui faire tenir ses paroles. Et finalement, à la toute fin du film, quand il se souvient qui il est, il revient et il se bat. Ça c'est une très belle évolution, et ça prouve que l'amour c'est plus fort que l'argent. Ça en vrai j'en suis pas sûre, mais c'était quand même une très belle leçon. Ensuite, on retient Kili, un des neveux de Thorin, mais lui, on le retient plus parce que c'est lui qui chope la fille. C'est dégueulasse à dire, mais bon, il est là, dans le film en tout cas, parce que je n'ai pas lu les livres, mais dans le film, j'ai vraiment l'impression que son seul intérêt, c'est de terminer en couple, terminer entre guillemets, hein, avec une capitaine de la garde elfe du royaume de Legolas. C'est la seule importance qu'il a. Bon, son histoire est très touchante aussi, parce qu'à un moment, il va presque mourir, enfin vous allez voir, ça peut être touchant, mais il n'a pas vraiment d'évolution ni quoi que ce soit, du coup, bon, il est comique, on va dire, c'est pour ça. Ensuite, personnellement, j'ai retenu Balin qui est là, parce que c'est le plus vieux des nains, et c'est une représentation de la sagesse, pour Thorin et pour les autres. Mais en fait, il n'a aucune utilité dans le film parce qu'il n'a pas assez de temps à l'écran. Et si je l'ai mis là, c'est juste parce que dans Le Seigneur des Anneaux, on le retrouve, mais sous une autre forme. Et c'est pareil pour Glóin. Si je l'ai mis dans les personnages que j'ai retenus, c'est plus parce qu'il est le père d'un personnage très important dans Le Seigneur des Anneaux que pour sa participation dans Le Hobbit. Très honnêtement, dans Le Hobbit, je crois qu'on aurait pu l'enlever, que ça n'aurait pas changé. Et c'est ça qui est dommage, c'est que à l'écran, on voit Kili, Thorin, Bilbo. Les autres, non. Et c'est ce que je trouve très dommage, c'est qu'on laisse pas les autres nains assez à l'écran pour pouvoir s'attacher à eux. Même Kili qui a un frère jumeau qui s'appelle Kili, non, Kili a un frère jumeau qui s'appelle Fili, je les confonds tout le temps alors qu'ils se ressemblent pas du tout. Il est pas assez à l'écran, Fili, du coup, quand... ce qui lui arrive, on s'en fout. C'est dérangeant. Alors après, en ce qui concerne les ennemis, certains aussi là ont plus de temps à l'écran que d'autres, ce qui est paradoxal pourtant.
Donc on a d'abord Azog, qui est un orc pâle, qui a juré de tuer toute la famille de Thorin pour mettre fin au règne de sa famille sur Erebor. Pourquoi? Eh bien juste pour récupérer la montagne dans le but d'avoir un passage vers un vieux royaume vers un vieux royaume des hommes qui a été perdu il y a BZF de temps. Donc il a un fils qui s'appelle Bolg et qui n'est là que pour justement servir à ce que Legolas fasse des Légolations pendant tout le film. Donc c'est dommage. On a Gollum après. Alors Gollum, tout le monde l'aime, je ne sais pas pourquoi, enfin tout le monde l'aime, tout le monde connaît sa phrase par cœur, c'est mon précieux. Alors, il est dans ce film parce que c'est lui qui permet à Bilbo de trouver son courage justement. Et d'ailleurs, quand ils le font, c'est là qu'on remarque que Bilbo est aussi un hobbit très intelligent. C'est-à-dire qu'au lieu de fuir face à Gollum ou d'essayer de le tuer, il va essayer de prendre ce qu'il veut en jouant avec lui. Ah, il me semble que c'est des charades. Donc, il va jouer à des charades et finalement, quand il aura fini, il va s'enfuir. Et il refusera de le tuer alors qu'il en a l'occasion. Et c'est ce que Gandalf, dans le Seigneur des Anneaux, appelle une preuve de courage. Et c'est vrai. Après, on a Smaug, le dragon. Alors, et lui, il fait beaucoup de temps à l'écran, vu que c'est censé être l'ennemi principal. Et effectivement, pendant le deuxième film, il fait énormément de temps à l'écran. Parce que dans le troisième, il peut pas, et puis dans le premier non plus. Non, il fait beaucoup de temps à l'écran, et ce qui frappe chez ce dragon, c'est qu'il a un niveau d'éducation très haut pour une bestiole à écailles. Alors après ça s'explique par son ascendance, enfin c'est compliqué, mais il est élevé comme un humain, on dirait qu'il a été élevé comme un humain, et c'est ce qui est perturbant. Il parle comme pourrait parler un elfe, et c'est ce qui perturbe chez ce dragon, en plus de son regard. Par contre, je sais pas comment décrire ce dragon, si ce n'est que vraiment, moi, quand j'ai entendu parler la première fois, il m'a perturbé. Et après, par contre, pour ce qui va lui arriver, je trouve que là, c'est les nains qui ont joué au con, parce que, je veux dire, envoyer un hobbit tout seul dans une caverne avec un dragon, sans armes, hein, qui l'ont envoyé le hobbit, enfin si, il a une dague, ça va lui servir. Enfin, c'est débile ce qu'ils ont fait. Après, je peux pas vous raconter tout ce qui s'est passé, mais c'est pas mieux en fait. Et le dernier ennemi du film, lui qu'on voit le moins à l'écran alors que c'est censé être le plus important, le nécromancien. Vous devez mieux le connaître par contre sur le nom de Sauron. Sauron apparaît également dans ce film pour une durée qui ne doit pas dépasser les 15 à 20 minutes. 15 à 20 minutes sur 3 films je crois. Ils l'ont mis à l'écart parce que, après ça se comprend, c'est qu'il n'a pas été encore totalement révélé, il n'est pas réveillé totalement, il n'a pas récupéré assez de puissance pour frapper. Pour seule et unique preuve, c'est que Galadriel, qui à la base n'était même pas dans le film, le poutre. Non, il n'y a pas de développement autour de certains personnages parce que le développement se fera plus tard. Quoiqu'encore pour Sauron, le développement on le fait pas du tout. Donc Sauron n'apparaît pas beaucoup à l'écran, mais lui ça n'a pas vraiment d'impact sur le reste de l'histoire, donc ça passe. Maintenant revenons sur le concept d'obstacle que j'ai évoqué tout à l'heure. Alors attention, il ne faut pas confondre un obstacle et un ennemi. L'obstacle va effectivement essayer de t'arrêter, mais il ne va pas forcément essayer de te tuer, alors qu'un ennemi va tout le temps essayer de te tuer. Et ce qu'il y a de bien avec le Hobbit de Tolkien, c'est qu'il nous propose 2 visages de tous les peuples de la Terre du Milieu. Avec les Istari, qui sont, je le rappelle, des mages extrêmement puissants, on a d'un côté Radagast le Brun, celui qui va t'encourager à continuer, qui va t'aider. Par exemple, à un moment, il se débarrasse de wargs pour les héros. Les wargs, ce sont des loups-garous. Il se débarrasse donc de ces wargs en les emmenant sur une fausse piste. Il leur vient en aide régulièrement, surtout à Gandalf. Et de l'autre côté, on a Saruman le Blanc, qui lui n'est pas d'accord avec le fait que les nains continuent leur quête et qui est absolument contre, enfin qui ne croit pas au retour des Nazgûl et de Sauron. Donc d'un côté, on a Radagast qui les engage à continuer, et de l'autre côté on a Saruman qui leur demande d'arrêter. Chez les hommes, on a... c'est pas vraiment un qui engage à continuer et l'autre qui engage à arrêter. Là, c'est plus niveau égoïsme et lâcheté que ça se voit. Les hommes, dans le Seigneur des Anneaux et dans le Hobbit, sont très démunis. Il n'y a plus droit au Gondor, du coup ils ont énormément de soucis.
En l'occurrence, le maître de Lackville, ou de Lacktown, moi je préfère dire Lacktown, le maître de Lacktown est un homme très égoïste qui laisse son peuple dans la misère pendant que lui roule sur l'or, et va donc, bizarrement, contrairement à ce qu'on pourrait s'y attendre, engager les nains, les encourager à continuer leur quête. Tout ça parce que Thorin a promis de leur donner de l'argent. C'est la fameuse parole qui ne tiendra jamais. Et de l'autre côté, on a Bard l'archer, qui les a aidés à un certain moment, et qui finalement, voyant que les nains refusent de tenir leurs promesses, va s'énerver et va essayer de les arrêter. Et surtout, ce qui est frappant avec Bard, c'est que Bard est un homme avec énormément d'honneur. Il a une petite famille qu'il essaye à tout prix de protéger. C'est pour ça qu'il n'est pas d'accord avec le fait que les nains rentrent dans la montagne alors qu'il y a le dragon. Il a des enfants, et il pense au bonheur du peuple, ce que le maître de Lackville ne fait pas. Du côté des elfes, on a également ça avec deux seigneurs elfes qui pourtant devraient faire de très bons amis, aussi étrange que ça puisse paraître. D'un côté, on a Elrond, le seigneur de Imladris, qu'on connaît mieux sous le nom de Faucombe ou de Rivendell, qui les accueille chez lui, qui les nourrit, qui leur donne des indications, les aide à déchiffrer une carte et accepte qu'ils s'enfuient sans aucun problème. Et de l'autre côté, on a Thranduil, père de Legolas, roi de la Forêt Noire, qui refuse que les nains poursuivent leur quête, parce que tout simplement, ils lui doivent quelque chose depuis longtemps et ils refusent encore de lui rendre. Donc Thranduil fait à ce moment-là un bon obstacle, tellement d'ailleurs que c'est un des principaux obstacles du deuxième film, alors qu'Elrond, lui, est vraiment quelqu'un de très sympathique et vraiment un bon allié. On voit la différence chez les elfes, autant que chez les hommes avec l'égoïsme. Thranduil les retient chez lui parce qu'il est égoïste et qu'il veut récupérer son argent. Elrond n'a absolument rien contre les nains, du coup les laisse s'en aller. Internet et sa magie, le paradis pour les fans dérangés comme moi. Alors, je suis sûre que vous savez de quoi je vais parler. Et pour ceux qui diront un truc style oui, mais Tolkien il était croyant, il était catholique, il a vécu à tel siècle, donc c'est pas possible qu'il ait envisagé que deux personnes du même sexe dans ses récits sont on s'en fout, d'accord, hein, on s'en fout et on fait ce qu'on veut. C'est ça que ça sert Internet de toute manière, à créer ce qu'on veut. C'est pour ça que je vous propose mes 3 couples préférés, même si, bon, aussi bizarre que ça puisse paraître, il y en a un qui se retrouve dans 2 en même temps. Mes 3 couples préférés sur le Hobbit. Mettez-moi les vôtres en commentaire, on sait jamais. D'abord, on a le Bagging Shield. Alors ça, c'est Bilbon et Thorin. Ça vient de leur nom anglais, donc qui sont donc Bilbon Baggins. Et bon, Thorin et Cutchen, j'ai pas envie d'articuler tout le nom en anglais, parce que j'y arriverai pas. Mais en gros, Shield, ça veut dire écu, du coup c'est pour ça. Alors je trouve que c'est mignon, parce que ça, même il y a beaucoup de connotations. Quand il lui offre le mithril, et puis la dernière scène de fin, quand je ne peux pas vous raconter. Mais en tout cas, le mithril, on sait déjà qu'il vient de Thorin dans Le Seigneur des Anneaux. Donc je peux pas vous raconter la fin, mais bah si, en fait, je vais le faire parce que je m'en fous. En gros, à la fin, Thorin meurt dans les bras de Bilbon. Voilà, ouais. J'espère avoir niqué tout votre truc pour le film et que ceux qui ne l'ont pas vu ne sont pas restés jusqu'à là. Ensuite, on a le Braduil, donc Brad et Thranduil. Brad, pourquoi je l'appelle Brad? C'est Bard et Thranduil, qui eux sont plus unis par leur haine mutuelle des nains arrivés dans le 3e film. Et en même temps, c'est normal, les deux se sont fait rouler. On avait promis à Thranduil des gemmes blanches au tout début du premier film, gemmes blanches qu'il n'a jamais vues. Et à Bard, on lui a promis de l'argent, argent qu'il n'a jamais vu non plus. Génial. Ok, nickel. Bon, après, c'est un couple très mignon, mais c'est aussi très triste, au sens où on sait que s'ils sont ensemble, Bard finira par mourir. C'est un homme, c'est un petit peu ce qui se passe avec Legolas et Arwen, personnages du Seigneur des Anneaux. Thranduil sera seul lorsque Bard mourra. Et c'est ça qui est très triste, parce qu'il pourrait lui arriver de tomber dans une profonde dépression, étant donné qu'il a déjà perdu sa femme, la mère de Legolas, des siècles plus tôt. Et Thranduil, d'ailleurs, c'est ce que j'ai pas eu le temps de développer tout à l'heure, est un personnage très attachant au conte ou au fait de la fin du film. Son fils lui dit qu'il ne rentrera pas. Et à ce moment-là, il le redirige une dernière fois en l'envoyant au nord. Alors bon, à bon sens, il aurait dû l'envoyer vers Imladris, ça aurait été plus simple. Mais il l'a envoyé au nord pour chercher un rôdeur. Et au moment où Legolas s'en va, on voit très bien que Thranduil va peut-être pleurer. Mais ça ne nous est pas montré. Et c'est très dommage, parce que ça aurait été très triste et très bien fait. Et donc le dernier couple, alors lui c'est un petit peu plus particulier et je vous entends venir avec vos cris, donc s'il vous plaît calmez-vous d'avance. C'est le Smaug X Thranduil, qui lui n'a pas de nom. Bon, alors, je vous l'ai dit, on se calme. Je sais que Smaug est un dragon.
mais tous les fans sur internet qui supportent ce couple, parce que je ne suis pas la seule bien sûr, sont d'accord pour dire que Smaug pourrait être un dragon qui prendrait forme humaine. Et à ce compte-là, le seul problème que j'ai avec ça, c'est que les dragons ne prennent pas forme humaine. Dans ces cas-là, ça porte un autre nom, mais ça on y verra pour plus tard. Pour conclure, la trilogie du Hobbit est géniale. Bien que le premier film soit un petit peu lent, les autres sont très rythmés, il y a beaucoup d'équilibre. C'était très très bien fait, en particulier pour les décors, les gens pourront dire ce qu'ils veulent, c'est très bien fait, et même si ça se voit que c'est du fond vert, c'est très bien fait, voilà, hein. Tant pis pour vous si vous n'êtes pas content, moi j'ai beaucoup apprécié. Il y a de bons personnages, le scénario était très bien fait, le rajout de certains personnages qui n'y étaient pas comme Galadriel et Legolas apporte certaines choses qu'on verra quand on abordera le sujet du Seigneur des Anneaux, et les musiques comme d'habitude sont absolument magnifiques, ma préférée étant celle du thème de la forêt noire, enfin plutôt du royaume des forêts, qui est absolument génialissime et souligne bien la grandeur de ce royaume. Et vous, si vous avez vu ces films, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire et on se revoit la prochaine fois pour la vidéo sur le Seigneur des Anneaux. Allez, à la prochaine tout le monde.